On est vendredi le 25 mars. J'espère que vous êtes bien installés pour votre édition de Info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Bon vendredi à tous et à toutes. Il me fait plaisir de vous retrouver cette semaine. Je tiens à remercier ma collègue Émilie d'avoir pris le relais la semaine dernière. On va débuter avec les statistiques de la semaine pour la COVID-19 pour la vallée de la Matapédia. Donc cette semaine, on comptabilise 45 nouveaux cas pour un total de 1477 depuis le début de la pandémie. Et présentement, 84 cas sont toujours actifs. C'est cette semaine que le ministre des Finances, Éric Girard, a déposé le budget 2022-2023 du Québec. Voici quelques grandes lignes qui ont été annoncées. Les adultes qui ont déclaré un revenu net de 100 000 $ ou moins pour l'année 2021 recevront une remise en argent d'une valeur de 500 $. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a mentionné de son côté que s'il a droit à ce montant, celui-ci sera remis à une organisation de sa circonscription. Un montant de 1,1 milliard de dollars sera investi pour soutenir 5 000 organismes communautaires. Pour la table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent, même si cela paraît être un investissement majeur, cela ne sera pas suffisant pour corriger la situation. Le développement économique des régions sera appuyé de 1,5 milliard de dollars. Il est question ici, entre autres, du transport aérien régional, du secteur bioalimentaire et du tourisme. Les milieux de la santé et scolaire recevront leur part du gâteau. 8,9 milliards de dollars pour moderniser les établissements de santé, améliorer la gestion et la prestation en santé et services sociaux, et rehausser les soins et les services à la population. 1,6 milliard de dollars pour l'aide aux élèves, ainsi que pour les activités sportives, l'attraction et la rétention du personnel et les immeubles du réseau de l'éducation. En ce qui a trait à la lutte à la pénurie du logement, 416 millions de dollars seront investis pour terminer 3500 logements Accès Logis et construire 1000 unités additionnelles. Et c'est 218 millions de dollars qui sera investi pour améliorer la qualité des logements existants dans la province, autant au niveau privé qu'au niveau public. Pour connaître tous les détails du budget annoncé, vous pouvez consulter le site du gouvernement dont l'adresse apparaissait au bas de l'écran. Dimanche dernier, une quinzaine de pompiers de Cozaspcal, de Lac-aux-Saumons et d'Amqui ont été appelés après qu'un incendie ait pris naissance dans un garage annexé à une résidence sur le rang A à Cozaspcal. La cause exacte de l'incendie n'est pas connue. Le bâtiment est une perte totale, mais personne n'a été blessé lors de l'incident. La 19e campagne de financement de la Fondation du Centre matapédien d'études collégiales est lancée. Une initiative qui vise à faciliter l'accès aux études supérieures, en plus de maintenir le niveau de qualité des services offerts en région. Cette édition se déroulera sous la présidence d'honneur des entrepreneurs matapédiens Serge Bélanger et Camille Bélanger. L'objectif fixé est de 40 000 $ Pour une deuxième année consécutive, la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia permettra aux donateurs particuliers d'être admissibles à des tirages. Chaque tranche de 10 $ remis en don octroiera automatiquement une participation au tirage de 10 chèques cadeaux d'une valeur de 150 $ chacun. Les tirages seront effectués à la fin de la campagne qui se déroule actuellement, qui a débuté le 28 février et qui se terminera le 2 mai. Les donateurs auront la possibilité de contribuer à la campagne directement en passant par le site Internet de la Fondation, dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. L'entreprise, le groupe RPF de Sébec, se lance dans la préfabrication de systèmes d'approvisionnement
de gestion électrique, d'automatisation et de contrôle moteur. Ces nouveaux services seront réalisés dans l'entrepôt de Saint-Moïse par une équipe composée d'ingénieurs, de soudeurs, de ferblantiers et de mécaniciens. L'entreprise est présentement en processus d'embauche et prévoit agrandir l'équipe d'une dizaine d'employés. Rappelons que le mois dernier, RPF annonçait son partenariat d'affaires avec les entreprises El Michaud et Fils d'Amqui en matière de travaux civils. C'est ce matin que les crabiers ont quitté le quai de Rimouski pour débuter la pêche au crabe des neiges de la zone 17. Cette zone s'étend de Tadoussac à Pointe-des-Monts sur la rive nord du fleuve et de Rivière-du-Loup à Rivière-à-Claude sur la rive sud. Cette année, le quota de crabe a été établi à 1215 tonnes, ce qui représente une augmentation comparée à l'année dernière qui a été fixée à 1213 tonnes. Selon le directeur général de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, Jean-Paul Gagné, le prix de départ offert aux pêcheurs devrait avoisiner les 7,50 $ cette année. On ignore encore le prix que les consommateurs devront débourser pour se procurer du crabe en poissonnerie et en épicerie, puisqu'il faudra attendre les premiers débarquements et le prix fixé à l'usine. La fin de semaine passée avait lieu le tournoi de curling, le Challenge Ameublement Tanguay 2022 à Rimouski. Plus de 64 participants ont pris part à ce tournoi. C'est une équipe d'Amqui formée de Marc-André Marcil, Carole Gagnon, Mathieu Bérubé et de Richard Cyr, qui a été consacrée championne de la classe A. Celle-ci affrontait une équipe rimousquoise. Toutes nos félicitations à notre équipe matapédienne. Du côté de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le bar laser de Cozaspcal s'est taillé une place dans la ronde de qualification en éliminant les Vikings de Grande-Rivière en 2 matchs. Le premier match de la demi-finale entre le bar laser de Cozaspcal et les Corsaires de Forillon a été remporté par l'équipe matapédienne dans une victoire de 4-3. La demi-finale se poursuit du côté de Cozaspcal ce samedi 26 mars dès 20h et dimanche à 14h à l'Aréna Gérard Duchesne. Dès l'automne 2022, les étudiants du Centre matapédien d'études collégiales inscrits au programme technique de physiothérapie pourront bénéficier de l'actualisation du programme. L'équipe du programme du Centre travaille depuis près d'1 an afin de pouvoir offrir cette version mise à jour. Parmi les nouveautés, notons un volet de formation mieux adapté à la population gériatrique et aux réalités du marché du travail. Aussi, les étudiantes et les étudiants seront désormais impliqués dans divers projets au sein de la communauté afin de promouvoir la santé et de faire rayonner la profession. Ce programme pratique et concret permet d'outiller au maximum les étudiants afin qu'ils puissent aider les gens à retrouver leur capacité physique et ainsi faire une réelle différence dans leur vie. Un nouveau conseiller principal en communication s'est joint à l'équipe de la députée de la circonscription d'Avignon-la-Métisse-Matane-Matapédia, Christina Michaud. Il s'agit de Jérôme Lévesque-Boucher. Il a été connu comme journaliste, animateur et présentateur à la radio de Radio-Canada au Bas-Saint-Laurent. M. Lévesque-Boucher assurera les relations entre la députée et les médias, en plus de l'accompagner dans son travail parlementaire à Ottawa. Aujourd'hui à l'émission, on vous présente plusieurs événements qui s'en viennent ou qui sont en cours actuellement. Depuis le 15 mars se déroule le programme artistique Chamarrure dans les écoles du préscolaire de la Matapédia. On est allé faire un tour à l'école de Saint-Arcisius pour voir comment ça se passe. Dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme, la table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent organise un panel régional le 31 mars prochain. Rachid Anis, qui est conseiller municipal à la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs, en fera partie. Le Centre matapédien d'études collégiales est fier d'annoncer son premier projet de recherche de mobilité enseignante à l'international.
un projet de recherche entre le Canada et l'Italie. On en connaîtra un peu plus sur le projet lors de l'émission. Le 22 mars était la Journée mondiale de l'eau. Et lors de cette journée, la polyvalente Forimond de Causa-Abscale a présenté son projet jeunesse sur le changement climatique qui s'est mérité une bourse de 5 000 $ pour sa réalisation. Mais tout d'abord, les jeunes filles et les femmes qui sont intéressées par le ballon-ballet sont attendues ce samedi à Sébec pour une journée porte ouverte. On vous présente tous les détails après la pause. T'as-tu déjà eu de l'anxiété? Tu sais que ça te serre tellement fort dans le ventre au niveau du cœur que tu sais même pas qu'est-ce qui se passe. L'anxiété, ça peut t'empêcher de fonctionner. Souvent, c'est un peu ça la différence avec le stress. Le stress qui est une émotion normale, souvent véhiculée comme quoi on devrait contrer le stress. Faut surtout pas mêler stress et anxiété. Le stress, exemple, si tu vois un ours dans la forêt et tu as le goût de te sauver, ça se peut que tu sois stressé. C'est normal, c'est grâce au stress qu'on agit. C'est grâce au stress que des fois on va pas faire certaines choses. Ça va nous protéger aussi. L'anxiété, souvent, c'est quand on va s'imaginer des scénarios, des choses qui vont pas arriver, qui nous font peur. Souvent, l'anxiété, elle va nous faire empêcher d'avancer, empêcher de fonctionner. C'est une des différences entre les deux. Donc, si jamais pour toi, il y a des situations qui t'empêchent d'avancer, qui te provoquent des étourdissements, des nausées, des situations que tu imagines dans le futur, ça se peut, oui, peut-être que tu vis un peu d'anxiété. Il y a des ressources à qui parler, donc Rayon partage, mais reste pas tout seul avec ça. Le club de ballon-ballet de Sébec organise une journée porte ouverte ce samedi 26 mars. Une journée porte ouverte réservée exclusivement aux femmes. Donc, vous avez la possibilité d'aller vous initier et d'essayer ce sport. Donc, pour en parler, je suis avec Lise Lemelin, qui est membre du comité organisateur du club. Bonjour Lise! Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, en tant comme ma question, pourquoi c'est réservé juste aux femmes? C'est parce qu'on avait une subvention qui a été pour promouvoir le sport au niveau du ballon-ballet pour les filles puis les femmes. Fait qu'on était capable d'aller chercher cette subvention-là. Fait qu'on a essayé un peu plus tard d'essayer d'avoir une subvention pour les garçons puis pour les hommes. C'est pas parce que vous voulez pas d'hommes dans votre club. Non, on veut de tout. Comme je mentionnais, ça va avoir lieu ce samedi. Comment ça va se passer, cette journée à porte ouverte? C'est ce samedi matin à 11h15. On va commencer avec les plus jeunes, 12 ans et moins, filles. Okay. Après ça, jusqu'à midi et quart à peu près. De midi et quart, on va prendre un repos pour le dîner. Et après ça, on va recommencer à 13h15 avec les 13 ans à 16 ans. OK. Puis à 2h15, à peu près, on va commencer avec les femmes jusqu'à 15h15. Puis après, s'il y a encore des qui sont encore avec l'étincelle puis la force, on va faire des petites parties à ceux qui sont intéressés jusqu'à 4h. OK. Donc, pendant cette période-là, dans le fond, ils peuvent embarquer sur la patinoire, ils peuvent essayer. Il va y avoir des entraîneurs qui vont être montrés puis pour développer. Puis c'est pour ça. C'est essayer d'aller chercher aussi le développement dans la région. C'est pour ça qu'on lance l'invitation à toutes les filles et les femmes de la vallée de venir essayer ça. On a de l'équipement à prêter, ceux qui n'ont pas, pour vous qui amènent un pantalon de jogging puis... Des vêtements chauds. Oui, des vêtements chauds, c'est ça. C'est pas toujours pour être à l'aise, si on met des pads en dessous des pantalons, s'ils mettent des jeans, pads aller par-dessus, puis quand on tombe sur la glace, bien, ça glisse. Oui.
Puis là, il faut quand même préciser que vous êtes le seul club de ballon-ballet dans l'Est du Québec. Hein? Oui, oui. Nous autres, en 2014, Michel Dastou, il a fait un tournoi pour essayer d'attirer les gens, pour redécoller le ballon-ballet, parce qu'il y a des années 80, mais dans mon temps, plus jeune aussi, le ballon-ballet était très populaire. Puis c'est un sport qui ne coûte pas très dispendieux au niveau d'équipement. Puis on voulait repartir ça. Fait qu'en 2014, on a fait un tournoi. Puis à partir de là, en 2015, on a formé un comité pour attirer les garçons, faire mineurs, hommes, femmes. Puis à l'heure actuelle, ça fonctionne bien. Le lundi, il y a les hommes qui pratiquent. Puis le jeudi, puis il y a 2 équipes de femmes à l'heure actuelle. Moi, j'ai décollé une équipe de femmes en même temps, en 2015, les Chouettes de Sébec. Okay. Puis en fin de semaine, ils ont gagné le au Témiscouata, à Desjolies, à Notre-Dame, ils ont gagné la première position en femmes inter. Puis à partir de là, il y a une autre équipe de femmes qui s'est affiliée, les Fourches, les agricultrices qui ont parti ça. Il y a 2 ans aussi, qui ont embarqué, fait que ça attire, ça fait des petits. Oui, bien d'ailleurs, vous en parlez là, de ce tournoi-là qui a eu lieu en fin de semaine dernière, qui est bien le tournoi interprovincial des jardins du Témiscouata. Oui. Si j'ai bien lu, là, sur les 8 équipes participatives du club, il y en a 5 qui ont gagné des médailles. Oui. Il y a 2 équipes, une équipe femme, une équipe homme. Okay. Puis il y a 3 équipes mineures, le U12, U10 et U14. Écoute, on a des bonnes équipes dans la région. Oui. Il y a des jeunes, puis il y a des femmes puis des hommes qui sont très bons. Donc, dans le fond, les gens qui jouent dans la ligue peuvent les jouer pour le plaisir, mais s'il y en a qui veulent faire des compétitions, c'est possible aussi. Oui, c'est ça. Bien, c'est ce qui attire aussi. Depuis, avec la COVID, on n'avait pas eu de compétition comme telle. Fait qu'il y a eu un petit désintéressement parce que ça a tombé les sports et tout ça. Fait que là, ça a recommencé un peu, puis ça a redonné l'étincelle pour décoller. Okay. Fait que là, il y a des équipes féminines, il y a des équipes masculines, mais est-ce qu'il y a des équipes mixtes aussi? Oui, il y a des équipes mixtes, mais nous autres, avec le mineur, on est obligé de faire du mix parce qu'on n'a pas assez de garçons et de filles. C'est pour ça qu'on on fait des portes ouvertes pour aller chercher un peu de jeunes. Puis les femmes aussi, jouer, parce que quand tu joues, ce qui joue dans les femmes puis dans les hommes, ben c'est ceux que tu vas retrouver mix. Mais là, ça fait pas mal de parties. Fait que, en fin de semaine passée, ils ont joué à minuit puis 2 heures du matin. Ils ont trouvé ça dur parce qu'il y a une autre qui a rejoué à 6h30 le lendemain. Oui, c'est ça les compétitions. Quand on va à l'extérieur, c'est souvent intense, mais c'est souvent des belles expériences intéressantes. Donc, pour revenir à la porte ouverte, les gens qui vont être intéressés, est-ce qu'ils vont pouvoir s'inscrire sur place ou il va y avoir une autre journée pour l'inscription? Ils peuvent s'inscrire m'appelant moi, à mon numéro 629-0059 ou à Vanessa Fillon, à la municipalité de Sébec, ou ils peuvent se présenter samedi en ayant l'horaire qui est 12 moins à 11h15. À partir de 1h15, c'est les petites filles de 13 ans, 16 ans, puis après ça, c'est les femmes. OK. Donc là, on sait, ça s'en vient, c'est bientôt. Ça va être demain, la journée là, pour porte ouverte. Mais est-ce que les gens doivent appeler avant pour dire qu'ils sont intéressés ou peuvent juste se présenter? Ils peuvent faire les deux. OK. Je vais me présenter. On est ouvert à tout. La porte est ouverte. Vous appelez avant ou vous présentez la journée. On peut juste rappeler à quel endroit que ça va se passer? C'est au centre de David Pelletier, à l'aréna de Sébec. Parfait. Donc, ça, c'est en prévision de la prochaine saison qui va commencer en septembre? Oui. Parfait. C'est ça. En septembre, on va faire peut-être un même genre aussi pour attirer un peu de monde aussi. Donc, puis on rappelle que les hommes ne sont pas oubliés. Il risque d'en avoir une porte ouverte pour les hommes bientôt, si la subvention arrive. C'est parce qu'il faut trouver les coachs aussi, puis les entraîneurs monter la journée. Oui. C'est pour ça qu'en ayant déjà de savoir combien qu'on a de jeunes puis de femmes, c'est plus facile à organiser la journée. Parfait. Bien, merci beaucoup de votre présence, Lise. Et puis, on vous souhaite un bon succès avec cette journée porte ouverte. On espère que les gens vont aller voir en grand nombre parce que c'est pas un sport qu'on parle souvent, mais c'est un sport qui est quand même très intéressant et qui est quand même populaire aussi. Oui. Il commence à être plus populaire. Il revient.
On dirait qu'il y a des baisses, puis après ça, sortent d'école. Oui, parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Donc, je rappelle aux jeunes filles et aux femmes qui veulent jouer au ballon-ballet, qui sont intéressées à se présenter à la porte ouverte qui va avoir lieu ce samedi entre 11h15 et 3h15. Et ça va se passer au centre sportif David Pelletier de Sébec. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est possible de contacter Vanessa Filion au 418-536-5440 poste 1410 ou encore notre invitée Lise Lemelin au 418-536-3407. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Je suis présentement à l'école de Saint-Tarcisius dans le cadre de la 3e édition du programme artistique Chamarrure qui se déroule du 15 mars au 1er avril. Donc, on va aller voir présentement ce que les élèves font comme projet artistique. Donc, je suis présentement avec Amandine Varta, qui est chargée de projet pour le programme Chamarrure. Bonjour, Amandine. Bonjour. Donc, tout d'abord, chamarrure, c'est un mot qui existe pour vrai. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, en fait, c'est un terme assez ancien, mais qui signifie chargé d'une diversité d'ornements. Et on trouvait que c'était bien à propos avec la multitude d'univers créatifs que les enfants nous révèlent à travers le programme, là. Et c'est quoi au juste ce programme? En fait, c'est un programme d'éducation artistique qui vise à la fois à faire vivre aux enfants des activités bien sûr manuelles, de motricité fine, d'exploration avec différents médiums, mais aussi à les éveiller, à susciter leur curiosité envers justement ce qu'est le domaine des arts en général, découvrir qu'il y a des artistes qui vivent de ces métiers-là et découvrir finalement que ça se peut et que même dans leur région, il y a des gens qui le font. Et les jeunes sont mis en contact avec ces artistes-là? Oui, pendant 3 semaines. En fait, il y a 3 artistes qui sont impliqués et qui font chacun une semaine d'animation à travers toutes les écoles de la Matapédia auprès des préscolaires. Donc, on rencontre plus de 200 enfants par semaine sur un thème par semaine. Donc, il y avait une première semaine sur le thème de l'eau, par le biais du travail dessiné, collé, découpé. Ensuite, c'était avec Sandra Vuaya, donc une artiste visuelle. La deuxième semaine, c'est avec Maude Blais, qui est une céramiste de la Matapédia, qui fait expérimenter le modelage avec une boule d'argile aux enfants sur le thème du jardin, des insectes, des légumes. Et la troisième semaine, ce sera Pierre Durette, qui est un artiste visuel aussi de la Matapédia. Et lui aussi va faire explorer aux enfants différentes techniques de dessin. Et là, c'est commencé depuis le 15 mars, si je ne me trompe pas. Et puis, vous avez fait quelle école jusqu'à maintenant? Bien, en fait, on les fait toutes. Vraiment, toutes les écoles ont répondu présentes. Toutes les équipes écoles ont embarqué avec enthousiasme. Ce qui est chouette, c'est qu'on propose un projet clé en main. Grâce au financement de l'entente culturelle de la MRC, de la Matapédia, plus des partenariats avec le centre de services scolaires et Cosmos, on se retrouve à avoir les moyens vraiment d'arriver dans l'école avec tout notre matériel et puis les professeurs ont juste à nous accueillir avec les enfants. D'ailleurs, ça bouge. Oui, c'est magnifique l'ambiance qu'il y a dans les écoles, puis on est vraiment super bien accueillis. Toutes les écoles sont géniales. Vous allez toutes les faire. Est-ce qu'il vous en reste encore beaucoup à faire jusqu'à maintenant? En fait, là, on est au 2e jour de la semaine. On a peut-être vu 125 enfants. Il nous en reste 125 à voir. Vous avez à peu près la moitié de fait. Ouais. Jusqu'à maintenant, vous faites quoi comme bilan? C'est surprenant de voir la créativité, l'innocence dans l'imagination,
la curiosité que les enfants ont aussi pour tout ce qu'on leur propose. Il y a un enthousiasme absolument naturel chez les petits. C'est vraiment satisfaisant pour l'équipe d'avoir vraiment le constat clair que les ateliers mobiles font une différence dans la semaine des jeunes, dans leur journée. On espère que ça plante des graines qui dureront longtemps puis qui éveillera quelque chose dans leur parcours d'être humain tout simplement, là. Mais on pense vraiment que ça a un impact d'ouverture dans l'esprit des jeunes. Donc, c'est la 3e édition cette année, mais toi, c'est la première édition que tu participes. Oui. Et toi, personnellement, comment tu trouves ça de participer à ce genre de projet? Ben écoute, moi, je sors d'une série de longs mois de télétravail. Je revis. Ouais, c'est vraiment, comme je disais, c'est des écoles où il y a une énergie palpable, une vie qui fourmille, qui fait du bien à prendre, là, de la bonne humeur, des sourires, des câlins. Ça fait du bien. Ouais, les jeunes, les enfants sont vraiment des petites boules d'amour, des éponges, les yeux ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Donc, c'est un bonheur de faire ces journées-là de travail. Ouais. Bien, merci beaucoup, Amandine. C'est vraiment un très beau projet pour les jeunes. Merci à vous. Je suis avec l'enseignante de la maternelle 4-5 ans, Myriam Aspiro. Bonjour, Myriam. Bonjour. Les élèves aujourd'hui sont initiés à quel type d'activité? Ils sont initiés aujourd'hui avec la sculpture, avec Maude. Sont aussi initiés à la culture avant avec la musique, avec Xavier. Là, on voit les enfants, ils ont l'air d'avoir du plaisir, ils participent bien. Ils participent vraiment bien. Les enfants, ils aiment beaucoup ça, participer aux activités d'art et de musique. Là, ça les intéresse vraiment beaucoup. C'est quoi les impacts justement de ce genre d'activité-là chez eux? Avec les artistes qui viennent dans la classe, justement, ils ont toujours un thème. Fait que ça développe leur intérêt pour travailler les arts avec eux. Ça leur donne des idées. Puis, c'est ça, les enfants, naturellement, ils aiment beaucoup les arts. Alors, c'est avec les artistes, avec leur matériel qu'on leur fournit, bien, on voit les étincelles dans leurs yeux, puis on voit comment ils aiment beaucoup ça. Est-ce que c'est la première année que la classe participe à un tel projet? Oui, c'est la première année que nous, on le fait ici dans ma classe. Oui. Et donc là, je constate que c'est quand même du bon succès. Oui, c'est du bon succès. Puis les enfants, ils ont tout le temps hâte qu'on notre visite, ils l'appellent notre visite, qu'ils reviennent à chaque semaine pour venir travailler avec eux. Donc là, ils sont en train de créer des œuvres. Qu'est-ce qui va arriver avec ces œuvres-là par la suite? Avec ces œuvres-là, Maude va les apporter à la maison pour les faire cuire dans son four. Puis après ça, elle va les apporter à l'exposition que tous les enfants des maternelles de la vallée vont avoir fait ensemble, qui vont avoir participé à une exposition collective. Puis c'est là qu'ils vont on va pouvoir aller voir les œuvres par la suite des enfants. Ça va être ouvert à tout le public, là. Les gens vont pouvoir aller les voir. Oui, c'est ça. Ça va être ouvert à tout le public. Ça va être à la salle communautaire qu'on va pouvoir aller voir leurs œuvres. Est-ce qu'on sait à quelle date ça va avoir lieu? Exactement. C'est au début juin, si je ne me trompe pas. Ça va être à quelque part en juin. Donc, on surveille les informations pour savoir quand l'exposition va avoir lieu. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup à vous. Je suis avec l'artiste Xavier Sénéchal, mieux connu sous le nom de Guz. Bonjour, Xavier. Salut, salut. Donc, tu participes en tant qu'artiste pendant les semaines de ce programme-là, oui. Chamarure. Et puis, comment ça se passe pour toi? Tu inities, je pense, les jeunes à la musique. Un peu, oui. J'essaie de montrer qu'est-ce qu'un musicien professionnel peut faire comme travail puis comme style de musique. Fait que je suis là les 3 semaines du projet. Fait que la première semaine, c'est quelque chose de plus conventionnel, on pourrait dire. J'avais une guitare puis un petit synthétiseur. Mais là, cette semaine, vu que le thème, c'est de l'argile, j'ai emmené des céramiques. Je vais essayer de faire une petite musique avec des instruments moins conventionnels. Puis je sais pas encore qu'est-ce que je vais emmener la semaine prochaine. OK, c'est encore une surprise. Tu es encore en préparation. Est-ce qu'on sait c'est quoi le thème la semaine prochaine? Oui, un peu. La première semaine, c'était plus l'eau, la mer. Cette semaine, c'est plus la terre. Puis la semaine prochaine, c'est plus les airs.
Donc là, en réflexion de ce que tu vas apporter. Oui, c'est ça, on va voir. Puis, tu sais, plus ça va, plus j'essaie d'amener des trucs, c'est ça, un peu moins conventionnels pour faire découvrir aux enfants que c'est possible de faire de la musique avec plein d'autres outils que juste une guitare. Et pourquoi tu as choisi d'accepter d'embarquer dans ce projet-là? Pour plein de raisons, mais je pense que c'est important. Tu sais, quand tu vois des artistes professionnels pour la première fois de ta vie, à 4 ans, 5 ans, après ça, c'est de moins en moins bizarre à chaque fois que tu en vois. Fait que ça aide, c'est juste ouvrir les esprits, puis je pense qu'à cet âge-là, c'est critique, là. C'est un bon moment pour leur montrer des trucs. Les enfants sont ultra allumés, sont full ouverts, ils ont le goût de taponner de l'argile, puis d'entendre de la nouvelle musique. C'est ça. Puis comme on a pu constater tantôt aussi, ils sont très impressionnés par ce qu'on peut faire avec des objets qu'on retrouve chez nous. Oui, c'est ça. Ils sont hyper attentifs. Je pensais pas que les groupes allaient être aussi attentifs à la musique. La semaine dernière, c'était plus planant, plus relax, là. Puis les enfants fermaient leurs yeux, puis ils s'imaginaient être dans l'océan en train de nager avec les poissons. C'était quand même beau à voir, là. Fait que c'est une belle découverte de le faire découvrir toutes les possibilités qui peuvent être faites au niveau musical. Oui, exact. Eh bien, félicitations pour ta participation, puis bravo, puis bonne continuité. Merci. C'est aigu, hein? Je ne voulais pas l'enregistrer parce que ça aurait été un petit peu tannant d'entendre tout ça à chaque fois. Et que voilà, c'est ça. Je vais vous montrer comment c'était possible de faire de la musique avec ces bidules-là. On n'a pas besoin d'une guitare ou d'un piano ou de prendre la théorie musicale. On peut s'amuser avec des percussions, puis des tasses, puis des grelots. Voilà. C'est bon, les amis. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. La 23e édition de la Semaine d'action contre le racisme sous le thème « L'accueil des réfugiés et des migrants » a débuté ce lundi 21 mars et se terminera à la fin du mois. Dans le cadre de cette semaine, la table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent organise le 31 mars prochain un panel régional sur le thème pour des municipalités ouvertes et accueillantes au Bas-Saint-Laurent. 8 personnes invitées, dont des élus municipaux et des intervenants en immigration de la région et d'ailleurs, viendront parler de divers aspects facilitant l'accueil et l'intégration. Parmi ceux-ci, on retrouve Rachid Anis, qui est conseiller municipal à la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs. Bonjour Rachid. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, très bien. Pourquoi vous avez accepté de participer à ce panel? Oui, c'est une très bonne question. Premièrement, je ne peux pas refuser la recommandation de Mme Chantal Lavoie qui m'a recommandé vivement à ce panel. Alors, on a une bonne relation d'amitié en fait, et aussi on a un lien matapédien très fort, moi et Chantal, et je suis très content qu'il fasse cette recommandation, ça me touche tellement. Et aussi, par évidence, je suis le seul conseiller municipal issu de la diversité dans la vallée, alors c'est évident que l'invitation sera envoyée à moi. Mais je l'accepte volontiers parce que c'est un sujet très, très, très important à aborder. Oui, donc dans le fond, c'est une invitation de la préfet là, de participer. La préfet m'a recommandé à la table de concertation qui m'ont invité par la suite. Non. OK, parfait. Et de quoi il va être question? De quoi vous allez parler lors de ce panel? C'est dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme que le Québec organise chaque année. Je suis très content qu'il organise un événement à cette échelle-là. Et le panel de discussion, ça va être sur le sujet de le rôle du conseiller ou le rôle de l'élu municipal dans l'action contre le racisme dans son environnement, sa municipalité, ou son environnement, comment dire, écono-social, et aussi
sa participation comme élu pour sensibiliser et pour passer le message à tout le monde que le racisme ou la discrimination en général, c'est un acte qu'on refuse, c'est un acte qu'on condamne, c'est un acte qu'on ne veut pas dans notre société québécoise. Okay. Mais de ton côté, quand tu es arrivé dans la région, toi, ça t'es-tu arrivé de vivre du racisme? Racisme, c'est un mot que moi, je mets personnellement, j'ai une opinion personnelle sur ça. Il faut vraiment déterminer c'est quoi le racisme. Okay. Parfois, le choc culturel, parfois la communication interculturelle ne passe pas, mais ce n'est pas un racisme. C'est une ignorance des faits que les cultures ne s'épousent pas, ou le message ne passe pas entre les deux. Mais le racisme, moi, que je condamne, que je ne veux pas qu'il soit dans notre société, c'est le racisme systémique, qui est plus grave parce que c'est... Normalement, si on revoit, par exemple, si on regarde certains médias, qui est tellement regardé ici au Québec, il y a peu de diversité, presque pas de diversité, et il y a des messages qui passent sur la table et que ça peut nourrir la perception de monsieur tout le monde, qui peut être raciste envers une personne sans le vouloir, sans que ce soit son intention. Et en fin de compte, c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. Mais c'est quand même important, le point que vous apportez. C'est important de faire les différences entre chaque chose parce que c'est là que ça peut causer des problématiques. Exactement, parce que les perceptions ne sont pas identifiables, ne sont pas mesurables. Le racisme, est-ce que c'est un acte, ou est-ce que c'est un sentiment, ou est-ce qu'une méthode de vie? On ne le sait pas. Moi, je constate que dans la vallée, dans la région où je vis, il n'y a presque pas de racisme, même si je vis quelques scènes durant mon établissement ici. Mais dans mon idée à moi, c'est seulement des perceptions fausses qui étaient bâties ou qui se brisent à fil de temps. Moi-même, j'ai oublié que je suis immigrant en vivant dans la vallée. Quand j'étais élu, mais j'étais élu à acclamation, dans le conseil municipal, je me suis senti comme un citoyen, comme tout le monde, comme un conseiller qui était bien accueilli par le sourire, par l'enthousiasme avec tous mes collègues élus, aussi par le maire, M. Nelson. Et comme je viens de vous le dire, j'ai oublié que je suis immigrant. Mais c'est quelque chose qui va me rattraper tout le temps. Je ne peux pas m'échapper de mes racines, je ne peux pas échapper. Mais mon rôle à moi, comme personne, comme collègue, comme conseiller, c'est aller briser ces perceptions, aller vers le dialogue. C'est parce que le racisme, celui qui produit le racisme et celui qui le reçoit, ils sont tous les deux responsables devant cet acte. Tout à fait. Parce que lorsque la personne agit, et moi je le perçois comme racisme, dans ce cas, je suis impliqué dans cet acte-là. Alors mon rôle, c'est de passer le message avec différents canaux de dialogue, comme quoi que ce n'est pas un acte qu'on peut accepter, ou c'est pas un acte, ou par exemple c'est une perception qu'il faut briser quelque part, et on sommes en fin de compte deux citoyens dans la même classe de citoyenneté. On peut se respecter, on peut dialoguer avec respect et avec amour aussi. Donc, c'est un peu à ça que sert la semaine d'action contre le racisme, c'est d'en parler, de mettre la visibilité là-dessus et de mettre des moyens en place aussi, mais c'est quelque chose, c'est un plan d'action qui est à l'année longue. Je suppose que vous travaillez là-dessus en tout temps, pas juste la semaine. Oui, si vous parlez de moi-même, de ma personne, moi, c'est un travail à la journée, c'est un travail de 24 sur 24, c'est parce que c'est ma façon de faire, c'est mon mode de vie, c'est de donner un modèle, une exemplarité à tout le monde, comme quoi je peux être un citoyen comme tout le monde, mais aussi mon rôle c'est de sensibiliser, de me sensibiliser aussi, et aussi d'aller chercher le dialogue entre deux cultures différentes. Ça se fait pas seulement avec la parole ou avec des expressions, avec des symboles, ça se fait aussi dans l'attitude, de la façon de vivre et la façon qu'on se comporte avec les gens aussi. Tout à fait. Donc, il y a toujours un travail à faire, puis il faut toujours faire attention. Donc, c'est un peu de ça que vous allez parler aussi durant le panel, de toutes ces situations-là. Oui. Ça va avoir lieu, comme je disais, le 31 mars à 18h30. Ça va être par Zoom. Oui. Les gens qui sont intéressés à participer ou à aller voir, vous écouter, vous entendre, comment ils doivent s'inscrire?
Moi, je n'ai pas tous les détails sur les modes d'inscription, mais il y a sur la publicité qui a été faite, il y a un lien, on peut cliquer pour aller participer dans ces discussions aussi. OK. Donc, poser les questions aux invités que moi-même on fait partie. Oui, fait qu'on peut passer aussi, moi j'avais comme information aussi qu'on peut passer par la page Facebook d'Immigration Bas-Saint-Laurent pour s'inscrire également. Oui. OK. Et aussi, il y a une communication qui est faite pour cet événement. On peut aller aussi, on peut trouver, moi-même je l'ai partagé sur LinkedIn et sur Facebook, on peut aller facilement s'inscrire pour participer à ces discussions. Donc, ça va être, donc, dans le fond, ce que je comprends, ça va être un peu de discussion. Les gens vont pouvoir vous poser des questions aussi, j'imagine? Ou t'es pas encore trop non, au courant de comment ça va se je ne peux pas élaborer, mais par exemple, pour contacter Mme Ilza Lambert, c'est elle qui chapeaute ce projet, c'est elle qui m'a contacté pour m'inviter à cette discussion. Mais on peut toujours se renseigner sur les détails de comment faire et comment participer. Fait qu'on peut contacter cette personne là, pour avoir plus d'informations sur savoir comment ça va se dérouler puis qu'est-ce qui va pouvoir être fait. D'accord. Bien, merci beaucoup, Rachid, d'être venu nous en parler, puis c'est très intéressant. Et j'invite les gens, c'est le 31 mars, à participer. Je pense qu'il va y avoir des belles discussions, il va y avoir des belles choses qui vont être racontées. Une belle sensibilisation va se faire. Donc, comme je l'ai mentionné, vous pouvez aller sur la page Facebook d'Immigration Bas-Saint-Laurent si vous voulez vous inscrire pour participer là, à ce panel. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le Centre matapédien d'études collégiales est fier d'annoncer son premier projet de recherche de mobilité enseignante à l'international. Il s'agit d'un projet qui met en valeur la beauté de l'histoire des sciences et la coopération interculturelle entre le Canada et l'Italie. Ce projet est piloté par Francesco Ballerta, enseignant en physique au Centre matapédien d'études collégiales. Bonjour Francesco. Bonjour. Là, on parle de ce beau projet ce projet d'études sur lequel tu travailles. Si j'ai bien compris, ça traite des volcans. Oui, c'est exact. Donc, qu'est-ce que c'est au juste ce projet d'études? Ben, il y a un volet sûrement historique, comme tu l'as dit, puis il y a un volet en volcanologie, géologie. Les deux sciences sont interconnexes. Et moi, j'ai repris, au fond, un mémoire qui a été écrit en 1784 par un géologue français qui a visité le sud-est de la Sicile. Et je vais faire une étude critique de ce mémoire-là, corroborée par une étude sur le terrain. Donc, c'est ce mélange de histoire des sciences et volcanologie. Donc, quand on parle d'une étude critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous reprenez ce qui était fait, vous continuez ce qui a été fait ou vous voulez comme vérifier ce qui a été fait? Non, c'est exact. L'étude critique, c'est dans le sens de valoriser un ouvrage. Donc, je trouve que cet ouvrage a été, quand il a été publié, il n'était pas valorisé comme il fallait pour l'époque et même aujourd'hui. C'est pas un ouvrage qui est très cité dans la littérature scientifique, alors que je trouve les observations que le géologue avait fait à cette époque-là, où les sciences de la Terre étaient vraiment à l'état embryonnaire, en 1700, dans les années 1780. Je veux revaloriser au fond cet ouvrage-là parce qu'il a donné des informations très précieuses sur la volcanologie du sud-est de la Sicile. OK, donc dans le fond, c'est de le faire connaître, de pouvoir l'utiliser, puis qu'il soit mieux connu, puis qu'il soit peut-être utilisé à d'autres travaux. Oui, c'est exact. C'est d'être cité, puis d'être... quand on fait normalement une recherche scientifique, on va toujours citer les travaux antérieurs, ce qui a été fait avant. Mais souvent, on ne peut pas, pour des limites d'espace, on ne met pas tous les travaux qui ont été faits. Mais il y a des travaux qui méritent d'être, mis en valeur à nouveau, parce que souvent, on fait toujours les mêmes citations. Moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'un francophone
à visiter justement le sud de l'Italie. C'est quelque chose qui est extrêmement rare dans ces contextes-là de la géologie. Et je veux mettre en valeur cet aspect-là. Ça, je pense que ça fait quand même plusieurs années que vous travaillez là-dessus. Oui, ça fait au moins 2 ans que je travaille avec ces mémoires-là. Et ça m'a demandé aussi la contribution de d'autres spécialistes, donc d'abord des géologues, volcanologues, puis aussi même des archéologues, parce que dans ces mémoires-là, il y a des citations en latin du volcanisme de la région. Donc j'ai dû contacter aussi des archéologues italiens, c'est des gens que je connais, pour qu'ils me trouvent des traductions en français ou en anglais, des fois, de ces citations en latin. Donc comme mentionné, bon, c'est une étude qui a été faite en Italie pour une collaboration avec l'Italie. Vous allez partir en Italie, justement, pour poursuivre vos démarches. Donc, comment ça va se passer? Quand est-ce que vous partez? Oui, donc le type de projet de la Fédération des cégeps demande au moins de faire un séjour de 2 semaines. Donc là, moi, j'envisage de partir le 24 mai, donc dans 2 mois, et je vais rester jusqu'au 11 juin. Donc c'est environ 18 jours de séjour de recherche scientifique. Et pendant cette période-là, je vais collaborer avec des géologues et volcanologues de l'Université de Catane. Donc, à l'Université de Catane, il y a un département des sciences de la Terre et c'est surtout avec ce personnel-là que je vais collaborer. Ça va être quand même intéressant, j'imagine, de pouvoir être en contact avec ces gens-là, puis de collaborer, puis de venir enrichir votre travail. Oui, effectivement. Ça va être... moi, à la base, je suis géophysicien, donc j'ai une formation en sciences, en physique terrestre. Mais ces gens-là, je ne les connaissais pas avant, comme je n'ai jamais été à l'Université de Catane et je n'ai jamais visité la Sicile non plus. Souvent, les gens ils pensent que quand tu vas en Italie, tu vas dans ta région natale. Mais je dis non, l'Italie, c'est comme si quelqu'un vient au Québec, tu peux aller visiter la Gaspésie, mais si tu n'es jamais allé en Gaspésie, ça peut arriver que tu vas visiter des régions différentes de celles où tu es né. Et puis là, comme j'ai mentionné, vous êtes enseignant en physique. Est-ce que c'est des genres d'études que vous utilisez dans votre formation, dans la formation que vous donnez? Bien, en fait, c'est un volet, ce volet-là, on ne le donne pas directement. La géologie n'est pas enseignée actuellement au Centre maternel d'études collégiales, mais ce qui est intéressant pour les retombées, pour la formation collégiale, c'est vraiment revenir avec une histoire, montrer que c'est quoi un projet de mobilité enseignante à l'international. Puis ça peut donner des idées à d'autres pour explorer ce type de programme-là qui peut toucher autant les étudiants que les enseignants. Et les étudiants vont surtout recevoir une formation suite à ces projets-là. Donc, ils vont acquérir de nouvelles connaissances. Et donc, c'est quelque chose qui peut en fait faire lors des cours qu'on fait, mais aussi des activités qu'on peut organiser, de valorisation des sciences. OK, fait que c'est un peu ça les impacts que vous voulez que ça ait là, au niveau du centre, là, au niveau des étudiants. Oui, effectivement. Donc, ces travaux-là, les travaux qui vont suivre ces projets-là, bien, ils vont intéresser la communauté collégiale. Quand on va faire des expositions, l'exposition scientifique, on peut faire des journées thématiques de valorisation des sciences. Puis ça montre aussi, moi, un côté aussi qui je trouve intéressant. Des fois, mon projet ne demande pas d'équipement très spécialisé. En fait, moi, je vais utiliser des sources historiques qui existent déjà. Donc, ça montre aussi que l'histoire est toujours une source d'inspiration, soit pour les recherches futures, mais aussi pour montrer qu'on peut aller chercher de l'information qui a été oubliée, donc qui peut être remise en valeur. Donc, l'histoire est certain, est là. Donc, les archives sont là, il faut juste seulement aller les faire sortir. Il y a plein de beaux trésors là-dedans. C'est ça. Ils sont là, les gens ne les voient pas. Et ce qu'ils vont faire plutôt, c'est d'aller dans le futur, qui est toujours incertain. Le futur, il n'y a rien on ne peut rien savoir du futur. On ne sait pas demain qu'est-ce qui va passer, mais le passé est certain. Il faut juste aller chercher les bons archives et de les faire sortir. Puis là, on peut faire beaucoup d'études. Et comment aller le chercher aussi? J'imagine que c'est ça qui s'est montré aussi également aux étudiants. Comment sont là, mais c'est comment les trouver, comment aller les chercher, puis comment les travailler. Effectivement. Donc, c'est sûr qu'Internet aujourd'hui
ça m'a aidé beaucoup parce que ça a permis cet article-là, je ne l'ai pas trouvé à la bibliothèque. Ce n'est pas quelque chose de facilement accessible, mais Internet, ça aide beaucoup. Donc, ça montre aussi le potentiel de construire ses propres recherches grâce à Internet. Et bien sûr, après, ça prend aussi d'autres spécialistes qui vont accompagner la progression du projet. Mais à la base, ça montre aussi le potentiel très intéressant d'Internet de faire des recherches à caractère scientifique sans avoir des équipements très onéreux, très coûteux. Vous avez quand même plusieurs partenaires qui vous soutiennent là, dans ce projet? Oui, effectivement. La Fédération des cégeps, c'est celle qui donne les montants les plus élevés pour me supporter financièrement. Puis il y a le comité de perfectionnement des enseignants qui m'a toujours appuyé depuis toutes mes démarches scientifiques. Et il y a aussi la fondation du Centre matapédien d'études collégiales qui a appuyé mon projet. Et c'est principalement ces acteurs-là qui vont m'appuyer, disons. Bien, merci Francesco, c'était vraiment intéressant. Et puis, je vais vous souhaiter un bon voyage et une bonne continuité dans votre projet de recherche. Merci beaucoup. J'espère un jour de retourner aussi des rétroactions de ce projet-là. Oui, j'imagine que ça va se compléter un jour. On pourra peut-être se revoir pour discuter des conclusions de tout ça. Oui. Je l'espère fortement. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous de votre intérêt. Oui, ça sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Dans le cadre du plan d'action jeunesse 2021-2024 pour le projet Jeunesse en changement climatique, le ministère de l'Éducation offre une centaine de bourses à des élèves du secondaire pour que ceux-ci puissent réaliser des projets en lien avec la lutte contre les changements climatiques dans leurs établissements d'enseignement ou dans leur communauté. À la polyvalente Forimont de Causes-Abscales, un projet a été retenu pour recevoir une bourse de 5 000 $. Et je suis en compagnie de Delphine et Catherine Royer. Delphine qui est en secondaire 1 et Catherine qui est en secondaire 4. Bonjour les filles! Bonjour! Ça va bien? Oui. Puis-vous nous parler un petit peu de ce projet là, qui s'est mérité un montant d'argent? En fait, c'est un projet pour rendre notre école plus verte, qui est vraiment très cool. C'est quoi le projet au juste? Dans le fond, on va mettre des arbres à l'extérieur dans la cour pour faire des zones d'ombre et pour protéger du vent. Donc, ça va être à l'extérieur. Fait qu'il va y avoir une zone là, que vous allez planter des arbres. Est-ce qu'il va y avoir un aménagement quelconque aussi? En fait, il y en aura où les bancs puis les tables. Puis on a aussi des poubelles pour faire du recyclage et du compost. Parfait. Donc, les élèves vont pouvoir s'asseoir dehors, aller manger dehors et avoir, comme vous dites, un bac, une poubelle pour pouvoir jeter leurs déchets, faire la récupération et être assis à l'ombre des arbres. C'est bien ça? Oui, exactement. Est-ce qu'on sait ça va être à quel endroit sur le terrain que ça va être installé, ce parc-là? Les arbres vont être surtout à côté, vu qu'on a déjà des bancs et des tables, vont être à côté de ça. Et puis, il va aussi avoir une ligne d'arbres où la limite entre la rue puis la cour d'école pour empêcher aussi le vent de passer, vu que c'est beaucoup venteux dans notre cour. OK, fait que ça va permettre là, de pouvoir vous mettre à l'abri du vent par la même occasion. Oui. Quel effet ça vous a fait que votre projet soit retenu pour quand même une belle bourse de 5 000 $? Quel effet ça vous a fait d'apprendre cette belle nouvelle? C'était vraiment le fun parce que c'est un projet quand même important. Puis avec la bourse, on va pouvoir le réaliser. Sans ça, on n'aurait sûrement pas pu. Et là, présentement, vous êtes rendu à quelle étape de votre projet? En fait, on va commencer. On a reçu nos poubelles puis des gourdes en métal pour diminuer le plastique dans l'école. Puis les arbres, ils sont commandés, fait qu'on va bientôt les planter quand il n'y aura plus de neige. Parfait. Fait que donc, ça devrait commencer ce printemps, cet été, là, pour la plantation des arbres. Oui. Parfait. Et puis, bon, voilà. Donc, et on sait que vous allez aussi présenter dans quelques minutes un autre projet, je pense aussi, que vous allez présenter à tous les élèves de l'école. Oui. C'est de quoi il s'agit?
Ben, en fait, c'est un peu tout ce qu'on vient de vous parler par rapport à l'école, de la rendre plus verte. Puis on va donner des gourdes aux élèves, des gourdes en métal pour diminuer le plastique. Parfait. Fait que donc, c'est ça que vous allez présenter dans quelques minutes. Pour revenir justement là, à vos gourdes, vous avez reçu une deuxième subvention, dans le fond, qui vient de la Fondation Monique Fitzbach, donc pour avoir ces bouteilles d'eau. C'est bien ça? Oui. Donc, et puis, vous avez reçu un montant de combien? 5 000 1 000 Oui, vous aviez un montant de 1 000 Fait que ça, dans le fond, c'était pour faire les bouteilles et les distribuer? Oui. Donc, une autre bonne nouvelle pour l'école qui va devenir de plus en plus verte. Donc ça, je pense que, comme vous avez mentionné, ça, vous allez distribuer les bouteilles tout à l'heure quand vous allez faire la conférence? Oui. Oui, c'est ça. Et puis, avez-vous d'autres choses à rajouter? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ces bonnes nouvelles, sur les projets que vous êtes en train d'avancer? Je pense que tout est beau, là. On a pas mal tout dit. Parfait. Donc, moi, je vais vous souhaiter bonne chance pour votre présentation tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et puis, encore une fois, félicitations. C'est un très beau projet. Et puis, bravo encore. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on vous parle en tant que comité écologique du Conseil étudiant de Forimont. Dans le fond, on compte sur vous. À partir de maintenant, sur la Disney, il va y avoir cette poubelle-là. Donc, on a le recyclage, les déchets, puis le compost. Donc, en fait, par exemple, dans le recyclage, tu mets tes déchets en plastique, puis par exemple, tes jus, par contre, il faut t'enlèves la paille, puis tu le mets dans les déchets avec les autres déchets. Compost, tu mets tes résidus de nourriture. Donc, là, c'est sûr, ça vient de commencer, mais il faut faire attention de vraiment mettre ses affaires à la bonne place. Dans le fond, le projet jeunesse en changement climatique dans le cadre du plan d'action jeunesse 2021-2024, grâce à ça, on a eu 5 000 $ pour réaliser ce projet-là. En fait, cette année, on aura une plantation d'arbres. Puis d'ici environ 2024-2025, les arbres vont être rendus matures, puis ça va nous procurer des zones d'ombrage. En fait, pour l'école, il va y avoir une grosse ligne d'arbres pour protéger du vent, puis il va y avoir plein d'arbres à côté de chaque table pour faire des zones d'ombrage, ainsi qu'il y en a au milieu du rond de course qu'ils sont plantés depuis l'année passée. Grâce à la Fondation Monique Fitzbach, on a gagné 1 000 $ et grâce à un projet Ose entreprendre, on a gagné 500 $. Dans le fond, cette année, c'est une année de transition. Puis on va essayer de réduire le plastique. Pour ça, on va avoir sa propre bouteille. Dans le fond, le but, c'est d'essayer d'éviter de vendre des bouteilles à la cafétéria. Puis Josiane, la concessionnaire, est très ouverte pour faire du compostage avec nous autres, puis pour essayer d'arrêter de vendre des produits en plastique. Fait que le but, c'est vraiment d'essayer d'éviter le plus possible les produits en plastique. Donc, pour l'année prochaine, on va essayer d'avoir seulement des gourdes réutilisables. Voici votre cadeau, des gourdes en métal pour toute l'école. À la fin de la présentation, tous les élèves de l'école Forimont ont reçu cette bouteille d'eau qui est une gracieuseté de la compagnie d'Amkoui Promo M Maryse Gagné. Et on voit aussi derrière les bacs de récupération qui est installé pour faire la récupération, le compostage et la collecte de déchets. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui me fait à cette édition du 25 mars de Info.tvc. Merci d'être à l'écoute à chaque semaine. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode. C'est le rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche et les cartes sont de couleur orange. N'oubliez pas le souper-conférence de ce samedi qui est organisé par la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia avec l'invité Nancy Ferron de la Maison Lavande. Les billets sont toujours disponibles.
Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve vendredi prochain.